Laurent, Roland, Tolinkès, bonjour. Ahmed Arikpa, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par l'information relative, quelques informations relatives au Conseil des ministres qui s'est tenu hier, puisque la presse en parle abondamment ce matin. Commençons par un mot de médias. On parlera d'ailleurs médias à nouveau dans l'actu décalé. Médias, on en parle donc, Laurent Roland Tolinkès. Dabarou, par exemple, le titre ce matin, disparition de l'ORTB passant le CMAJB. Et au challenge de nous dire ce matin, fusion de l'ORTB et du CMAJB, Talon décidé à redynamiser et rendre compétitifs les médias publics. Bon, je crois que c'est le gouvernement qui a sa dynamique et sa vision pour le Bénin, notamment pour les médias béninois, et je dirais personnellement, en tout cas particulièrement pour les médias publics. On sait très bien que le CMAJ, qui couvrait Ado FM et Ado TV, était sous tutelle du ministère des Sports. Donc, c'est un média public qui était contrôlé par le ministère des Sports. Et donc, il y avait cette volonté de créer une chaîne purement sportive au Bénin. Et je ne trahis aucun secret en disant que des moyens avaient été mis à la disposition de ce média. Et ils ont même été, puisque le stade est en travaux, ça a été le site a été déménagé vers quelque part, vers Saint-Jean. Et donc, ils ont assez de moyens, ils font le travail maintenant. Mais puisque c'est un média... Assez de moyens, dites-vous? Oui, ils ont des moyens. Un peu plus de moyens. Bon, ils ont eu assez de moyens. Un peu plus, c'est mieux. Bon, comparé à d'autres personnes, ils ont assez de moyens actuellement, comparé à ceux qui vivaient par le passé. Et donc, c'est un média purement sportif. Et donc, quand on essaie, on met ça avec l'ORTB, l'ancienne ORTB, maison ORTB, je veux dire, l'ancienne maison ORTB, c'est que le volet sport sera certainement purement contrôlé par ce département-là, mais qui sera désormais inclus dans la société, une nouvelle société créée pour contrôler les deux médias. Donc, nous, on n'a peut-être pas d'appréciation à faire là-dessus. C'est les gouvernants qui décident, qui essaient de nous montrer les marques entre ce qu'ils veulent faire. On attend de voir d'ici 1 an, 2 ans ce que ça peut apporter comme plus-value à ces deux médias qui sont désormais ensemble. On attend de voir. On attendra de voir maintenant, donc, les résultats. Mon souci aussi, c'est qu'il ne faudrait pas que cette fusion contribue à faire que des gens vont perdre leur emploi. Parce que malheureusement, c'est le véritable... Parce que là, on parle de fusion et on parle de SA, donc forcément, il y aura quelques... Il y aura des aménagements, voilà, qu'on ne le veuille pas. C'est-à-dire que certains qui pensaient être à l'abri de certaines situations peuvent se retrouver en difficulté. Et donc, quand on parle de modification, on parle de réforme chaque fois, c'est qu'il y a souvent des grincements de dents dans une certaine mesure. Donc, des gens peuvent se retrouver sur le carreau. C'est ce à quoi je l'ai interpellé. Pour le personnel, voilà, c'est penché sur le cas du personnel, voilà, de ces deux maisons. De ces deux maisons. Donc, moi, je voudrais interpeller les gouvernants ce matin pour leur dire, fusion d'accord, réforme oui, mais attention, faites en sorte que les gens ne perdent pas leur emploi. Essayez d'organiser autrement pour que ceux qui étaient là déjà puissent continuer à travailler. Parce qu'on a vu les réformes dans ces deux secteurs, des gens se sont retrouvés sur le carreau. C'est pas facile à vivre. Pas facile à vivre. Donc, bonne chance à nos confrères dans les deux médias, vivement que personne ne se retrouve sur le carreau. La question de la redynamisation, Laurent Roland Tolinkès, et de la compétitivité des médias publics. Oui. Peut-être se résoudre par ce biais, selon vous? Oui, en fait, j'ai dit, le média, en tout cas CMAJ, en fait, eux, Ado TV, Ado FM, s'occupaient beaucoup plus du sport. Et donc, aujourd'hui, je crois que si on confie, puisqu'ils avaient les moyens, ils ont un certain nombre de moyens pour réaliser le reportage, faire ce genre. Donc, si déjà ce volet, ce média qui est désormais dans la société peut uniquement faire le sport, c'est qu'on n'aura plus de difficulté à avoir des éléments sport bien réalisés dans certaines mesures. Parce que je dirais que ça deviendra un département de la société, une nouvelle société créée. Et donc, il y aura certainement une compétitivité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation qui doit interpeller les médias privés. Parce que si vous ne travaillez pas pour proposer quelque chose de contenu de qualité
au fur et à mesure que nous allons évoluer, c'est que beaucoup de médias seront obligés de mettre la clé sous paillasson. C'est vrai qu'on va interpeller toujours les gouvernants sur la nécessité de financer les médias privés, d'accorder des subventions aux médias privés, l'aide à la presse privée qui fait défaut depuis 2016, depuis que Patrice Talon est arrivé. On le crie haut et fort, mais personne ne nous répond. Donc, dans ces conditions, les médias publics ont les moyens, parce que c'est nous, contribuables, qui payons tout ce qui se passe là-bas, dans une certaine mesure. Les fonctionnaires de l'État, il y a une taxe, qu'on prélève sur les salaires pour les médias publics. Mais les privés, aujourd'hui, les fonctionnaires suivent beaucoup plus aussi les médias privés. Pourquoi ne pas faire en sorte que les médias privés fassent aussi ces moyens? Donc, il y a déjà une inégalité qui ne dit pas son nom dans une certaine mesure. Et donc, avec cette fusion, peut-être que cette société qui va couvrir les deux médias sera davantage forte. Et puis, ces médias seront davantage forts et malheureusement, les privés vont continuer à peiner parce que difficilement, ailleurs, les médias privés vivent de publicité, mais combien d'entreprises au Bénin font la publicité sur les médias? Combien sont-ils ou sont-elles ces personnalités à pouvoir peut-être se tourner vers les médias privés alors qu'en réalité, les médias publics sont déjà là. Donc, on a beau tout fait de nous dire que la TNT, on couvre le territoire national et que sans difficulté, les gens peuvent capter. Mais combien de Béninois, à la date d'aujourd'hui, ont déjà acheté le décodeur TNT? Et combien sont-ils? Et donc, dans tout ça, quand on fait tout ça, et quand on regarde aussi la part qui revient que les médias privés doivent payer à l'État par an, parce que je ne fais pas, c'est des dizaines de millions que les médias privés doivent verser dans la caisse de l'État pour avoir accepté de rester sur la TNT. Donc, dans tout ça, il faut que l'État comprenne qu'il y a la nécessité de mettre en place l'aide à la presse privée et que les médias privés, notamment les télévisions, les radios aussi, aient les moyens de continuer à fonctionner. Autrement, ça va être une concurrence, mais dans cette concurrence, d'autres ont déjà une certaine d'énormes avantages. De concurrence déloyale. Bon, oui, déloyale, si on peut le dire comme ça. Donc, je pense qu'il y a nécessité de se pencher sur la situation des médias privés, parce que tel que le gouvernement a des ambitions de réformer cette maison, c'est que la maison aura davantage de moyens, aura davantage de possibilités de faire des tournages, des productions, et là, on va penser que c'est les médias privés qui ne veulent pas fonctionner. Et pourtant, je sais qu'un média privé, aujourd'hui, la télévision, c'est beaucoup de moyens. Beaucoup de millions. Millions. Centaines de millions. Écoutez, 2 jours sans travail ici, on sait ce que ça coûte déjà à la maison, juste à cause d'une pluie. Et quand bien même les installations sont sécurisées. C'est le moment d'ailleurs de présenter nos excuses à tous ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas pu nous suivre sur ces derniers jours. Mardi et hier, parce qu'on avait un problème technique, malgré les installations assez sécurisées. Donc, qui donne les moyens aux médias privés quand bien même nous faire face à toutes ces charges. Oui, quand même nous apportons un plus sur le terrain de l'information dans une certaine mesure. Donc, le pacte de l'information. Oui, donc faites de l'éducation. Voilà, donc je crois que c'est de ça qu'il est question. L'État ferait mieux de se pencher également, voir comment contribuer, continuer, recommencer l'aide à la presse privée. Il faut penser justement à la situation des médias privés aussi. Laurent Roland-Tony, qui sont parlé d'information, d'éducation. Tout à l'heure, je vous disais, les médias qui œuvrent beaucoup aussi pour l'éducation. On va dire un mot d'enseignement maintenant, avec Fraternito notamment, qui titre ce matin « Enseignement maternel et primaire, le gap d'enseignants manquant comblé, déploiement de 417 AME pour le compte de l'année scolaire en cours ». Je suis heureux de savoir que le gouvernement a pu écouter, en tout cas, une fois encore, les cris de détresse des parents et de nous qui avons dénoncé cette situation qui minait l'école béninoise. Je n'ai de cesse de répéter ça le matin ici pour dire il y a manque d'enseignants dans nos écoles et que les enfants sont sans enseignants. D'aucuns me traitaient peut-être d'un opposant qui voulait peut-être voir le mal partout. Malheureusement, je crois qu'il est arrivé que je félicite le gouvernement à plusieurs reprises sur les initiatives. Et sur cette question précise, il y avait véritablement manque d'enseignants. Et donc, des gens ont tout fait de protéger ou bien de défendre le gouvernement. Je crois que le gouvernement, parfois, les prend de contre-pied pour leur montrer qu'en réalité, c'est vous qui êtes en erreur. Nous savions que nous étions en erreur.
c'est une bonne nouvelle. Félicitons le gouvernement déjà pour avoir compris la nécessité de mettre à disposition de nos écoles. Parce qu'on a commencé la rentrée scolaire depuis septembre, le 18 septembre. Vous imaginez, c'est en novembre qu'on a l'information que moins 417 enseignants seront déployés pour les écoles. Imaginez ces enfants qui n'ont pas d'enseignants depuis le début de l'année. Et des enseignants étaient obligés de faire un jumelage des classes, CICP ensemble, CE2 ensemble, CM2 ensemble. J'ai vu ça dans la ZOPA, il y a pas, je crois l'année passée, pas cette année scolaire, où un enseignant a dû jumeler deux salles de classe ensemble. Et ça, c'est Calavi. Parlons de Cotonou. Imaginez ce qui se passe à Perere, imaginez ce qui se passe à Govier, imaginez ce qui se passe à Zongomé, imaginez à Renvi, imaginez ce qui se passe à Lissezon, à Boycon. Donc, c'est autant de choses qui se passent. Et d'ailleurs, après les enseignants, il faut régler la question des infrastructures scolaires, des infrastructures scolaires de qualité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je crois que le gouvernement, sur cette question, a failli à bien des niveaux. Et je crois que le plus important, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des salles de classe en matériaux définitifs pour les écoles. J'insiste là-dessus, parce que, je le dis encore ce matin, vous pouvez être fatigué de l'entendre. À Aïmevo, Godomé, en plein cœur de Godomé, quand vous quittez, d'ailleurs, Von Talon, parce que, si je le dis, ça peut facilement orienter les gens, avant Biosso, prenez la voie bitumée là, pour sortir vers PK14. L'école à Umevo là, c'est encore en matériaux précaires, avec des clés, salles de classe, des clés, bon mi-temps, en 2023. Ce n'est pas bien. Changeons les choses. En plein cœur d'Abomey-Calavi. En plein cœur d'Abomey-Calavi. Ce n'est pas bien. Changeons les choses. C'est très important. Quand il pleut, imaginez comment est-ce que ces enfants, ces enseignants se comportent. Et quand ça se passe à Calavi, imaginez alors ce qui se passe à Natitengu, ailleurs, dans le Bénin. Et pourtant, on dépense des milliards dans d'autres projets quand même. L'éducation est la priorité des priorités. Le Conseil national d'éducation a l'obligation maintenant de sortir des bureaux et d'aller sur le terrain pour constater les difficultés du personnel des acteurs de l'éducation, pour voir quelles solutions et thérapies de choc apporter pour régler les problèmes urgents. C'est très important pour nos apprenants et c'est très important pour les enseignants. Ils n'ont pas... c'est un travail, c'est un sacerdoce. C'est un métier noble, mais c'est aussi un sacerdoce. Et donc, on ne peut pas être en train de faire un sacrifice pour sa nation et encore souffrir et ne pas avoir de bonnes conditions qui vous encouragent, qui vous motivent. À la fin de l'année, on va juger cet enseignant qui est dans un bâtiment précaire pour dire qu'il n'a pas produit un bon résultat. Mais quand il est dans un bâtiment, quand il fait chaud, c'est-à-dire que le soleil tape, automatiquement, il peut être atteint et du coup, il n'est pas motivé. Quand il pleut, la pluie s'annonce, il est stressé, il n'est pas motivé. Dans ces conditions, quel rendement attend-on d'un tel enseignant? Ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer le meilleur des meilleurs de lui, ce n'est pas possible. Enseignement toujours supérieur, cette fois, Laurent Roland-Tonneikès, Brice Saint-Saint, nommé coordonnateur du comité ad hoc d'appui à la mise en œuvre des réformes. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Enfin, coordonnateur, oui, on a pu voir. Il y a d'autres membres aussi, comme Odile Atalasso. Oui, il est accompagné de Marie-Odile Atalasso, qui était son ministre de tutelle quand il était recteur. Et puis aussi, celle qui était... SE qui a démissionné, qui vous suivez, Prise Kagougan, était parmi les SE tirés. Au sort? Oui, elle était la première à démissionner parce qu'on devait l'envoyer. Elle était à Toukoutouna, une commune du Nord Bénin. Et je crois Malanville, c'est entre Malanville et Kandi. Et elle a démissionné, elle a refusé. Donc, bon, le gouvernement lui donne une chance. Une autre chance de servir. De servir la nation. Bon, si c'est Antonin Kamara, on ne devait pas être promis. Parce que partout, on vous appelle pour l'État, vous devez répondre. Et quand vous démissionnez, parce que oui, vous mais avez... il vaut mieux refuser justement de prendre fonction quand on sait qu'on n'est pas prêt à accomplir la mission que l'État... Il y a des gens, et donc vous pensez qu'il y a des gens qui doivent aller travailler, vous pensez qu'il y a des gens dans ce pays qui peuvent aller faire le sacrifice d'aller travailler au Nord. Attendez, dans les saisons difficiles... non. Oui, mais quand savez-vous... Non. Que savez-vous des raisons pour lesquelles elle a refusé de prendre fonction? Je ne ferai pas ce débat. Oui, Laurent. C'est peut-être oui, parce que savez-vous? Si on a fait le débat, non.
aussitôt que les noms ont été tirés, elle n'a jamais pris service. Oui, mais comparé à celle qui a démissionné à Tokoutuna, qui est allée sur le terrain et qui a eu des bonnes raisons de démissionner, comparé à quelqu'un qui a postulé naturellement, on ne l'a pas obligé à aller déposer le dossier. Attendez, elle a été tirée. Et maintenant, après avoir été tirée, elle décide de démissionner. Elle refuse parce qu'elle estime que peut-être que c'est loin. Peut-être, j'aime bien l'utilisation du peut-être. Parce que vous ne maîtrisez pas, Laurent Roland Tonekes, les vraies raisons. Écoutez. Jusqu'à nouvel ordre, vous ne maîtrisez pas les vraies raisons. Donc j'aime bien la nuance que vous mettez. Et c'est de cela que je parle. Je suis au regret de le dire. Voilà. Et moi, c'est moi, je le dis, je l'assume. Oui. Allez, on va poursuivre. De toute façon, les réformes, l'ancien recteur, les réformes au niveau de l'enseignement supérieur, je crois que les enseignants attendent de pied ferme le gouvernement sur la question. On a pu voir l'audio d'un syndicaliste de l'université circuler il y a quelques semaines qui dénonçait un certain nombre de choses, qui dénonçait la disparité entre, en tout cas concernant le traitement des enseignants supérieurs. Et donc, les réformes doivent pouvoir tenir compte de, comment vous appelez, des conditions de travail, améliorer les conditions de travail et créer des conditions, de bonnes conditions de travail. Écoutez, on ne peut pas, quand je suis allé à l'université, notamment à l'EPAC il y a quelques jours, et puis quelqu'un devait soutenir, on m'a fait rentrer dans une salle pour attendre quelqu'un, on m'a dit que c'était un laboratoire. Excusez, quand j'ai réussi à rentrer dedans, j'ai vu ce qu'on appelait le laboratoire, je me suis dit, est-ce que ça c'est vraiment un laboratoire? Comparé à ce que j'ai pu voir ailleurs, et même dans une université privée du Bénin, je vous en prie, il y a au moins une université privée du Bénin qui a un laboratoire digne du nom et qui fait... Donc, les enseignants souffrent. Il ne suffit pas de créer des conditions ou bien de faire des réformes pour corser ou bien rendre la vie difficile aux enseignants pour mettre des mesures en place. Il faut mettre aussi les moyens. Et les moyens, ça s'appelle laboratoire de qualité, ça s'appelle bonnes conditions de travail, ça s'appelle construction des amphithéâtres. Depuis 2016, je ne sais pas combien d'amphithéâtres nous avons déjà construits dans ce pays, et surtout à l'université d'Abou-Carabi. On dénonçait le nombre, en tout cas assez élevé dans les amphithéâtres, notamment la FASEG, la FLAC, la FACH, comment vous appelez, il y a encore la FADESP. Depuis... FASEG. Oui, j'ai dit FASEG. Depuis que nous sommes là, depuis 2016, je parle du pouvoir, bon, je suis béninois aussi. Ah d'accord, je ne vous savais pas au pouvoir. Non, vous nous apprenez des choses, c'est pas tel. Non, en réalité... les bouches, les lèvres commencent par... Vous savez très bien ce que vous dites, c'est une manière de parler. Mais depuis 2016, je veux savoir le nombre d'amphithéâtres qu'on a pu construire pour réduire. Quelles sont les conditions que nous avons créées pour un enseignement de qualité? On parle du système du master, licence master doctorat, du LMD, pardon, licence master doctorat. Ailleurs, le système LMD, c'est un effectif raisonnable. Nous n'avons pas ces effectifs raisonnables, mais c'est nous qui disons que nous faisons le LMD et on le chante à qui veut nous entendre, mais on ne fait rien en la matière pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Les étudiants sont dans les salles sous l'effet de la chaleur. Oh là là, j'ai pris le risque d'aller dans un amphithéâtre il y a quelques jours, voir quelqu'un, je vous dis, mais écoutez, je me suis rappelé de peine quand on était encore à l'université. Donc, les réformes, c'est ça. Construisez des amphithéâtres pour les étudiants. Pour les étudiants. Mettez les moyens. Parce que les amphithéâtres qu'on a pu voir à l'université, c'est ceux qui existaient. Boniaï a même fait parfois à un moment donné le Salamalek pour que des gens réalisent. Aujourd'hui, on est fiers d'aller faire des réunions à l'amphi Idriss Déby. Mais n'oubliez pas que c'est Boniaï qui allait faire le Salamalek à Idriss Déby Itno pour que nous ayons ça. Donc, il y a tellement de choses qui ont été réalisées par le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait de ça? Je crois que le gouvernement doit se pencher sur ça. Construire des amphithéâtres, créer des conditions, revoir la mise en application du système LMD qui exige qu'il faut un nombre raisonnable pour les enseignants, plutôt que de voir un enseignant devant 4 000, 5 000, 6 000 étudiants. Ce n'est pas bien.
Il faut construire donc de nouvelles salles aux étudiants. Laurent Roland Tononiquès. Parlons infrastructure également. Des suites du Conseil des ministres, on apprend ce matin le démarrage effectif du projet de restructuration du complexe de l'UNAFRICA. Oui, bonne nouvelle. Parce qu'on a pu voir les débris, est-ce que je vais dire débris, les vestiges de l'UNAFRICA qu'on devait nous construire depuis les piliers. Il y a vous voyez les poteaux qui sont debout là depuis des années. Et les gens, certainement, avaient bouffé une partie de l'argent, tout comme ils avaient bouffé l'argent du site de la réconciliation derrière la présidence qui est devenu site de l'Amazon. Oui, je le dis parce que, par exemple, le site de l'Amazon, là où il y avait si vous vous rappelez bien, il y avait un champ comme un monument là, qu'on appelait le site de la réconciliation. Il y en a aux États-Unis, il y en a à Liverpool. C'était 3 réalisations dans le monde entier. Les autres ont pu réaliser dans leur pays. Pour au Bénin, les gens ont bouffé l'argent. Ils sont en train de courir un peu partout maintenant, malheureusement. Donc, ils ont bouffé l'argent et puis on n'a pas pu... C'était une honte parce que quand on dit les touristes venaient, que vous alliez là-bas avec eux pour leur montrer le site, pour dire le site de la réconciliation, ils vous posaient la question de savoir si c'est déjà fini ou bien c'est encore en cours. Je dis, mais j'ai eu honte de dire parfois à certains, pas mieux que oui, les gens étaient bouffés par des fils, des enfants, des Béninois. Heureusement, bon, Patrice Talon est arrivé a voulu dégager cet autre monument qui devait être monument de la réconciliation, mais un monument de la honte, pour ériger la statue d'Amazon. Donc c'est une bonne chose. Sur la question, je suis assez satisfait. Et donc l'UNAFRICA qui doit être aussi, le complexe culturel de l'UNAFRICA qui doit être construit également, c'est une bonne chose. Et chaque fois qu'on réalise ces trucs-là, ça donne une nouvelle image à notre pays. Et en même temps, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'emplois à créer et beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'emplois à créer, beaucoup d'opportunités. Laurent Roland Tononiquès. Avec le Chasseur Info, parlons à présent de cette crise confédérale à la Bourse du Travail, ce que les 18 syndicats éjectés de la CGTB cachent aux militants, écrit le quotidien. Oui, ça recommence. Je suis sûr que tels qu'ils ont commencé, prions pour que Mundachou ne soit pas éjecté. Quand ça commence comme ça, soit ils en arrivent à s'entendre pour éjecter le secrétaire général confédéral, ou alors ils vont créer leur confédération. On a pu voir un certain, comment vous l'appelez là même déjà, le monsieur qui est au ministère de la Justice, Kakbobessé, qui est allé créer sa confédération. Et donc, quand les problèmes comme ça commencent au niveau des syndicats, surtout des travailleurs, la division n'est plus loin. C'est que vous allez voir bientôt que un groupe de la CGTB va se désolidariser pour aller créer leur confédération. Vivement que dans cette perspective, ils soient acceptés pour créer pour leur confédération. Vivement, le souhait, c'est qu'ils essaient de se comprendre pour enterrer la hache de guerre parce que divisés, ils sont davantage faibles. Et ils donnent le pouvoir, la force au pouvoir en place de le maîtriser. Donc, il ferait mieux d'aller à la table de négociation, de se comprendre. Il n'y a pas dit que voilà ce que les autres cachent, voilà ce que nous avons comme information. Il vaut mieux aller à la table de négociation, faire preuve d'humilité, se parler, se dire la vérité, s'entendre. Un syndicat reste un syndicat, aussi fort, aussi unis qu'ils seront, ils seront forts. Mais divisés qu'ils seront, ils seront faibles. Ils donneront le pouvoir, la force au pouvoir, voilà, la puissance au pouvoir en place, de les maîtriser et de les jouer comme ils veulent. De se jouer comme il veut. Sur la question, Gascani se pose la question que voici, à qui profite la crise? À qui profite la crise? Je ne sais pas. De toute façon, ce qui est sûr, s'ils ne s'entendent pas et qu'ils s'affaiblissent, en tout cas ils se rendent davantage faibles, c'est que ça profite au pouvoir en place. On a pu voir avec les réformes au niveau des grèves, donne à peine 10 jours aux syndicalistes, aux travailleurs de faire grève au cours de l'année. Et donc, dès lors que chaque syndicat aura des problèmes internes et va se diviser, c'est que vous donnez plus de force à votre bourreau entre griffes le gouvernement. En tout cas, au vis-à-vis. Au vis-à-vis. Au vis-à-vis, oui, qui a le pouvoir maintenant de mieux profiter de vous et mieux se foutre de vous. Donc, ils ont tout intérêt à se renforcer,
s'unir davantage, faire preuve d'humilité, se comprendre. Ensemble, comme je l'ai dit, ils seront unis, ils seront forts. Divisés, ils seront faibles. Ça profite au pouvoir. Contrôle de l'action gouvernementale. Laurent Roland-Tonneikes, l'exécutif s'explique devant les députés ce jour sur 4 sujets. Oui. L'affiche du jour, on parle. Ouais, comme je l'ai dit, l'avènement des démocrates à l'Assemblée nationale a changé beaucoup la réalité parlementaire. Parce que, on l'a dit, la responsabilité du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter des lois. Malheureusement, la 7e législature, vers la fin, est devenue une législature qui ne faisait que voter des lois. Personne ne voulait oser pour autant, en dehors de quelques-uns qui osaient critiquer encore le gouvernement de Patrice Talon, certains étaient devenus rien que des acteurs, en tout cas, qui venaient à l'Assemblée nationale pour voter les lois et rentrer chez eux. Mais au niveau de la 8e, c'était encore pire. On a pu voir que la grande partie, c'est vers la fin, quand on dénonçait que vers la fin, quelques députés se sont illustrés en posant quelques questions au gouvernement et des questions même mi-figue, mi-raisin, parce que pas des questions assez osées pour montrer qu'ils contrôlent l'action du gouvernement, ils posent des questions au gouvernement. Sinon que pendant 2 ans, pratiquement 3 ans, on les a vus assez muets à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'avènement des démocrates a pu changer encore les choses. On voit que davantage le gouvernement est interpellé sur des questions essentielles. Et c'est le rôle du député. Et je voulais peut-être le dire aux députés de la mouvance présidentielle, notamment le BR et l'Union progressiste du renouveau, vous êtes élus du peuple, vous n'êtes pas élus de Patrice Talon. Vous êtes élus du peuple, le peuple vous envoie à l'Assemblée nationale pour que vous puissiez vous pencher sur les questions essentielles de leur vie. Et donc, si vous êtes issu de la 6e circonscription électorale, vous devez pouvoir interpeller le ministère des Transports ou des Travaux publics sur la question des pistes au niveau de la commune d'Amouklavie, les voies d'accès. Vous devez les interpeller sur l'état du bitume de Godemain, échangeur à Mississippi, par exemple. C'est votre rôle de le faire. En le faisant, vous ne critiquez pas Talon et vous n'insultez pas Talon. Donc les gens, j'ai comme l'impression qu'à l'Assemblée nationale, ils pensent qu'aujourd'hui, parce que leur bienfaiteur premier, c'est Patrice Talon, parce que certains parmi eux n'ont jamais rêvé d'être députés, et par la force des choses, se sont retrouvés sur une liste parce qu'ils sont venus moissonner là où ils n'ont jamais semé, ont peut-être peur de dire la vérité. Que savez-vous des rêves des uns des autres? De toute façon. Que savez-vous des rêves des uns des autres? De la 8e législature à aujourd'hui, on a pu voir des gens qui ont été parachutés et qui sont députés et qui malheureusement ont peur de poser des questions parce qu'ils pensent que même demander des comptes au ministère des Transports pour dire pourquoi la voie est dégradée devant le marché de la Kassato et qu'est-ce à cause des accidents. Pensez qu'en posant cette question, on est contre Patrice Talon, c'est une erreur. Et puis Fan Renfort l'a fait et aller rester à l'Assemblée nationale pour la 8e législature. On l'a interpellé à plusieurs reprises, il ne l'a pas fait. Ça lui a coûté son poste parce qu'il a été positionné 6e, je sais quoi. Il n'a pas eu la chance de retourner à l'Assemblée nationale. Donc, c'est de ça qu'il est question. Interpeller le gouvernement sur des questions essentielles, c'est d'amener les ministres à travailler davantage. Ce n'est pas insulter Patrice Talon. Donc, s'ils pensent que poser une question au gouvernement, c'est insulter Talon, je vous apprends que vous ne risquez rien en le faisant. Bien au contraire, ça dépend de la forme. C'est tout. Faites votre travail, le peuple vous sera reconnaissant. Mais si vous ne le faites pas, le peuple est encore là, c'est eux qui vous ont envoyé. Même si vous n'avez pas eu beaucoup de suffrages dans votre localité et vous avez été le député, n'oubliez pas que les mêmes qui ont voté pour vous peuvent se retourner contre vous. Et dès que vous serez candidat une prochaine fois, ils sont là pour aviser. Quelques bonnes nouvelles de la presse ce matin, Laurent Roland-Tonneikes, parlons-en très rapidement. C'est vrai qu'on parlait déjà du démarrage annoncé du projet de construction de l'UNAFRICA. L'événement du jour nous parle ce matin aussi de la construction du quartier culturel et créatif à Cotonou. Encore une plus-value pour le tourisme béninois. Oui, une plus-value pour le tourisme béninois et une plus-value pour les acteurs culturels. Vous savez, quand vous investissez, vous êtes dans ces domaines et qu'avec tout ce que nous avons comme dynamique aujourd'hui du gouvernement béninois en place, avec la vision de Patrice Talon de son gouvernement, c'est à saluer parce que... Toutes les initiatives prises en la matière. La promotion de la culture béninoise qui est en vogue aujourd'hui. Et donc les acteurs culturels aujourd'hui ont l'obligation d'être assez créatifs, assez innovants et assez, comment vous appelez, assez compétents dans une certaine mesure. C'est-à-dire que nous sommes à une époque où soit vous êtes bon et vous avez quelque chose à vendre pour profiter de tout ce qui se fait, ou soit vous êtes nul et puis personne ne vous fera appel. Donc,
Donc, si des gens pensent qu'ils peuvent être utiles dans tout ce qui est prévu là, ils n'ont qu'à aller se faire former, être assez compétents. On ne veut pas, ils savent très bien que Patrice Talon ne s'amuse pas avec la qualité. Et donc, si vous ne voulez pas être traité de disette de compétences, soyez au pas. Et il faut que chacun se mette tout simplement au pas. Laurent Roland Tononiquès, une autre bonne nouvelle, c'est avec le branchement au réseau électrique de la SBE. Une bonne nouvelle donc pour les demandes de compteurs, informe les 4 vérités ce matin. Oui, Il y a du mieux. les populations attendent depuis. Et surtout avec le projet 1 million de compteurs, beaucoup ont payé et n'ont pas pu avoir les compteurs. Donc quand on dit qu'il y a les compteurs aujourd'hui, que c'est une bonne nouvelle, on attend de voir si réellement c'est effectif et que les gens auront les compteurs dans leur maison et avoir l'énergie électrique. Seulement que continuons de nous pencher sur la nécessité de la disponibilité du courant électrique. Parce qu'il ne suffit pas de donner les compteurs aux gens. Est-ce qu'aujourd'hui, si avec... il faut que l'énergie soit disponible. Voilà. Parce que si avec le tout temps. Le nombre que nous avons maintenant, on a déjà des difficultés à avoir le courant à tout moment. Et surtout dans certaines localités, les gens n'ont pas le courant pendant 2 jours, 3 jours parfois. Et qu'on doit encore ajouter un poids. J'attends de voir. J'imagine ce qu'on peut subir s'il n'y a pas une amélioration en termes de disponibilité ou de production d'énergie. Bonne nouvelle, ici aussi avec Matin Libre, Roland Tononiquès, projet réinventer la cité lacustre de Ganvier. Le volet traitement des eaux usées prend corps. Oui, Ganvier, on nous a dit depuis que le gouvernement est là qu'on va réinventer la cité lacustre de Ganvier. Bon, il y a quelques semaines, je suis allé à Ganvier, je n'ai pas vu grand-chose changer. Chaque fois, je me pose la question. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais pas grand-chose pour autant. Je me suis posé toujours la question de savoir à quand l'effectivité de ce projet dans une certaine mesure. Et donc, quand on parle aujourd'hui de remise de site, et autres, j'ose croire que les choses iront très, très vite, notamment sur la question du traitement des eaux usées aussi. C'est un projet assez important pour le tourisme béninois, en tout cas pour notre milieu de vie, notre cadre de vie dans une certaine mesure. Parce que quand les gens viennent chez vous et qu'il n'y a pas un certain se rendre compte qu'il n'y a pas de la salubrité. Un certain nombre de choses, c'est un problème essentiel. Donc, en la matière, c'est une bonne chose. Et donc, je crois, comme je le dis encore, ça, ce qui est créé, ce qui est lancé là, va aussi créer de l'emploi. Même si, absolument. Bon, ça va s'ajouter aux 1 million et quelques d'emplois créés. Oui, justement. Donc, peut-être qu'on passera bientôt à 2 millions. Peut-être. La nation, Laurent Roland Tononiquès. Bonne nouvelle aussi, couverture intégrale de Cotonou par le cadastre, l'enregistrement des propriétés foncières lancées. Oui, c'est très important. L'ancien préfet, dont je ne me permettrai pas de citer encore ce nom ici ce matin. C'est mieux. En tout cas, le foncier à Cotonou avait souffert dans ses mains. Et puis l'histoire l'a suivi, on a pu voir comment est-ce que ça l'a suffi jusqu'à Bourg-en-Calavie. Aujourd'hui, il faut maintenant enregistrer, voir clair dans ce qui se passe à Cotonou, qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire. Il y a encore des affaires devant la justice à Cotonou, certaines choses. Mais pour un pays qui se veut, en tout cas qui veut se développer, et qui aspire à être un pays émergent dans une certaine mesure, il faut d'abord assurer la sécurisation du foncier, c'est très important. Dès lors que vous sécurisez le foncier, c'est que n'importe qui peut venir chez vous et avoir l'assurance d'investir et de faire n'importe quoi. Il ne sert à rien d'amener les gens qui vont acheter des domaines ou bien des terres construites. Vous imaginez quelqu'un vient acheter un domaine à Cotonou, construire un hôtel, érige un immeuble, et puis 2 ans après, un cul-d'âme sort de nulle part pour dire que c'est pour son père et que c'est son nom qui a vendu. Ces trucs-là n'honorent pas notre pays. Donc l'enregistrement, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça va contribuer à davantage sécuriser les acquéreurs de Cotonou et en même temps rassurer les investisseurs. On va finir, Laurent Roland Tononiquès, par le challenge à présent. Brouille entre leader UP et le renouveau dans la 6e circonscription électorale. Nécessité de ne pas opposer les fonds aux haïsans. Ce qui s'observe
dans la commune d'Abo-Nklavi, notamment, cette question de fonds à ISO est une bêtise purement et simplement. On sait qu'à Abo-Nklavi, c'est une ville, en tout cas la 6e en général. Abo-Nklavi, Zé et Soava, c'est une zone dans laquelle les gens parlent de ISO. Il y a deux types de ISO. Hein. Il y a le ISO de clavier de Soava, différent de ISO de, comment vous appelez, de Zé, qui s'apparente au ISO qui est parlé, à la langue qui est parlée dans l'Ouémé, là-bas, à Djomo et autres, donc, finalement. Maintenant, le problème, c'est que dans les 3 communes qui constituent la 6e circonscription électorale, il y a la commune d'Abo-Nklavi, qui est majoritairement aujourd'hui est devenue une ville assez cosmopolite. Quand bien même il y a les endroits où on peut retrouver les autochtones de Calavi, notamment quand vous allez dans Calavi Centre, vous allez les retrouver majoritairement dans Topazongo, sur la ligne Topazongo-Bodjo, d'accord, de Bodjo jusqu'à Kassato, en fait à Kassato. La plus grande partie des autochtones, vous les voyez sur la ligne au niveau de la Berge de la Guinée, Topazongo, Zébé, Louloumé, Zetakomé jusqu'à la lisière de Kassato. Et donc quand vous allez à Kmaron, il y a quelques des autochtones aussi, mais il y a 2 étrangers qui s'installent. Mais vous allez à Révi aussi, au niveau de Révi aussi, il y a une zone assez précise où il y a les autochtones aussi. Donc, ils sont là. Mais il y a les acquéreurs du passé qui sont venus. Donc, Calavi est devenu une ville cosmopolite. On ne va pas continuer à considérer beaucoup plus les ISO parce que c'est leur localité, qui sont déçus des fonds et que les fonds, maintenant les fonds vont penser ou bien les autres. Parce que quand on parle même de ISO fonds, ce n'est pas que ISO fonds, il y a d'autres langues. Quand on prend le conseil communal d'Abo-Nklavi aujourd'hui, le premier, c'est un fonds, c'est vrai, arrondis-nous. Premier adjoint au maire, c'est qui? Elle est de la partie septentrionale. Deuxième adjoint au maire, et puis troisième, c'est Patrice Rouyazé qui est de Calavi. Donc, si par exemple, on veut tenir compte des questions ethno-linguistiques, ça va créer assez de problèmes pour la commune. Les autochtones doivent davantage commencer par accepter qu'ils ne sont plus les seuls dans Abo-Nklavi et que la construction d'Abo-Nklavi soit vaisée, concerne comment je dirais, tous ceux qui vivent à Abo-Nklavi, soit voie aisée, notamment dans la 6e. Donc, cette guéguerre est pour moi une guéguerre inutile. Et c'est les responsables de l'Union progressiste, du parti de l'Union progressiste, qui doivent se pencher sur la question. Et je l'ai dit il y a quelques jours. Ça montre déjà des problèmes, les prémices des problèmes que ce parti pouvait avoir. Je vous ai dit, quand vous rentrez dans Calavi, je ne vais pas trahir un secret en disant qu'il y a des élus qui sont déjà Mordicus Olivier Bocor, des élus qui sont Mordicus Joseph Djogbenou, sachant que Djogbenou a pesé dans la balance pour l'élection de mai il y a quelques semaines aussi, quelque part. Donc, il y a des gens qui sont déjà alignés derrière certains candidats, et ça va créer davantage de problèmes au niveau de cette fonction politique de la 6e. Et c'est au leader de cette fonction de monter au créneau rapidement pour siffler la fin de la récréation. Je me demande si ce président du parti qui annonce sa candidature aura vraiment l'étoffe nécessaire pour siffler la fin de la récréation. En tout cas, c'est plus ou moins le même appel que fait le quotidien Le Challenge ce matin. Les leaders politiques doivent éviter tout clivage ethno-linguistique. Option à l'union face aux prochains défis. La haute direction politique du parti doit y veiller. Laurent Roland Tonei, c'est pour finir rapidement. Avec l'affiche du jour, par exemple, on apprend ce matin, Cotonou Justice, une promotrice de salon de massage poursuivie pour proxénétisme. On parlait du cas des tenants de bar. Oui, est-ce que c'est seulement les salons de massage? Allez voir dans les salons de coiffure, les coiffeuses là, qui sont amies à des grottos et qui proposent l'enfant d'autrui à ces grottos pour avoir de l'argent, se faire de l'argent. Et c'est elles qui initient les petites filles à cette pratique-là et s'enrichissent. C'est du proxénétisme aussi. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question d'éducation aussi. Si vous êtes parents que vous éduquez suffisamment votre enfant, je suis sûr que quand il y a de telles choses, votre enfant peut venir vous informer. Les gens créent, j'ai lu un commentaire, pas un commentaire, une discussion avec une fille, entre un de mes amis et une fille il y a quelques jours, qui a ouvert un salon d'esthétique. Et qui vit bien avec un homme, mais qui dit que parfois elle est obligée de coucher avec ces hommes pour les clients, pour les maintenir, pour qu'ils puissent revenir après, pour qu'ils fassent le massage, l'esthétique, pour être payés. Et donc parfois, quand il y a des clients qui la draguent, laquelle est obligée d'accepter parce qu'elle veut maintenir la clientèle.
Ça se passe. Et quand elle-même, soit elle-même ne se donne pas, mais elle a toujours une apprentie qu'elle donne, elle vit de ça. C'est l'apprenti qu'elle donne qui maintient le client. C'est des choses qui se passent. Et c'est ça montre réellement le niveau en tout cas, la dépravation des mœurs dans nos sociétés. Donc, les parents ont une responsabilité aussi. Éduquez bien vos filles. Quand les filles vont dans ces milieux, elles pourront facilement démissionner, vous informer, et vous allez dénoncer ces personnes-là. Autrement, de plus en plus, vous avez des filles, vous envoyez, elles ouvrent les salles de, je sais quoi, massage, d'esthétique, et vous les voyez. Vous ne voyez même pas parfois. C'est à peine que vous voyez une personne rentrer dans la salle une fois par semaine. Mais elles sont dans le bling-bling. Regardez les voitures qu'elles roulent. Et comment elles s'habillent, comment elles se comportent dans la société. C'est un problème. Et il faut qu'elles se rappellent qu'en faisant tout ça, on finit par vieillir un jour. Et il n'y a plus personne. Tous ceux qui ont fait tout ce temps avec vous là, vous ne savez pas comment ils sont, qui ils sont. Et un jour, ils vous déposent la poisse, vous finissez dans la misère. Voici quelqu'un qui n'a pas fini dans la misère, mais plutôt en prison, avec les 4 vérités. On peut lire ce matin, Laurent. Cotonou, la viande d'agouti conduit un jeune homme en prison. Comme quoi je ne sais pas ce qu'il a conduit, je ne sais pas comment il s'est comporté pour se retrouver en prison. Peut-être qu'il disputait la viande d'agouti ou bien il a volé. La viande d'agouti peut-être a été volée, ou peut-être qu'il a consommé et qu'il n'a pas voulu. Peut-être que dès qu'on aura connaissance de trucs, on pourra revenir là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, faites très attention. Même un stylo de 100 francs peut vous conduire en prison. Peut vous conduire en prison. Donc, faites très attention. Même, je le dis, j'insiste, un stylo de 100 francs. Même il n'y a même pas un stylo de 50 francs peut vous conduire en prison. C'est pourquoi je dis aujourd'hui aussi que, aujourd'hui, est-ce qu'il y a nécessité d'envoyer tout le monde en prison? C'est une question que je trouve. Paire de manches, évidemment. Oui, parce que si quelqu'un vole un agouti ou bien un stylo que vous mettez en prison, soit il a volé de façon circonstancielle pour régler un problème parce qu'il est en difficulté, mais vous l'envoyez en formation. Il ressort avec un diplôme, un master en vol peut-être de la prison. Et bonjour les dégâts. Donc parfois, j'estime qu'il faut mettre en place un mécanisme de correction de certaines personnes qui ont volé certaines choses et les amener à changer de comportement. C'est très important. Les prisons sont fermées, ils sont remplies et on continue d'envoyer des gens là-bas pendant que des gens volent des milliards, se promènent au vieux dessus de tout le monde. Des gens ont détourné nos sous pour le site de l'Assemblée nationale à Porte-Novo, se promènent, sont promus. Les gens ont volé l'argent de Maria Greta 1 ou bien ont mal géré, se promènent et pourtant, d'autres sont en prison. Merci à vous, Laurent. Roland, Tony Kess.